J'aimerais donc vous présenter quelques réflexions sur les genres, exactement sur les genres poétiques, des réflexions éclairées par une remarque de Mikhaïl Bakhtin, mais des réflexions aussi qui se situent dans une perspective critique, dans cette perspective critique que nous permet le contact avec la culture grecque, c'est-à-dire avec la littérature grecque, dans la mesure où elle est autre, où elle est distante, où elle est différente. Je commencerai donc par une citation. Ainsi, la tragédie serait l'imitation poétique d'une séquence cohérente d'événements, une action complète, qui nous montre, nous, humains, dans un état passionnel et qui a pour intention d'éveiller la sympathie, Mitleid. Telle est la définition de la tragédie que propose Friedrich Schiller, et ceci dès la fin du XVIIIe siècle. Sous l'influence de Joachim Winckelmann, le modèle du genre, et dans le cas particulier du genre tragique, ne peut être que grec. Et avec les notions d'imitation, d'action et de pitié, précisément, Mitleid, c'est encore une fois l'art poétique d'Aristote qui est la source d'inspiration pour une quête, et une quête très romantique. La tragédie comme genre universel, le tragique dans son idéal essence. Mais dans cette définition quasi aristotélicienne de la tragédie, pas d'allusion à la fameuse triade générique qui avait été canonisée quelques dizaines d'années plus tard par le maître de Weimar, c'est-à-dire Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Et la triade, vous en connaissez sans doute les termes, c'est Epos, Lyrik und Drama, qui sont définis, je traduis les termes employés par Goethe, comme les trois formes naturelles et authentiques de la poésie. Il faut dire que Goethe s'empresse de nuancer son propos précisément en ce qui concerne la tragédie grecque, ce qu'il appelle das ältere griechische Trauerspiel. Dans une première phase de développement du genre, les trois formes naturelles de poésie s'y trouveraient, toujours selon Goethe, mêlées. Et ceci dans la mesure où le personnage principal est encore le groupe choral, et parce que prédomine, selon Goethe, le mode lyrique. Puis les trois formes génériques auraient eu tendance à se distinguer pour s'organiser en séquence au sein même de la tragédie. Combinaison donc, dans la tragédie elle-même, de la clarté propre au narratif épique, épos, de l'exaltation provoquée par l'émotion lyrique, lyrique, et de l'action personnelle du drame, drama, et par conséquent la tragédie. La confusion moderne, en particulier sur la nature du mode lyrique, exige le retour d'anthropologie historique et critique que l'on verra sur les genres, sur les formes poétiques et sur des formes poétiques qui n'ont rien de littéraire. Pour l'instant, notons que les définitions romantiques attachent la tragédie, que l'on saisit donc en termes d'action dramatique, à l'expression chorale de l'émotion passionnelle. C'est une fois encore avec l'esthétique de Hegel, avec l'esthétique de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que le tournant, et je dirais même le mauvais tournant, est pris. Dans la perspective évolutionniste, dans la perspective aussi d'ailleurs téléologique, qui est impliquée par la dialectique même de Hegel, la tragédie, le drama, ne peut apparaître que comme la synthèse achevée, vous l'avez sans doute deviné, entre
poésie épique d'une part, épos, et poésie lyrique de l'autre, lyrique. De plus, l'attention est désormais focalisée chez Hegel sur l'action, l'action tragique, sur son protagoniste aussi, c'est-à-dire donc le héros en tant qu'individu. La double conséquence en est d'une part que le drame, de même que l'épopée, met sous nos yeux une action humaine, mais sans qu'elle connaisse un cours fatal, car l'événement advient non pas par des circonstances extérieures, dans la perspective développée par Hegel, mais, je cite, par la volonté intérieure et le caractère des personnages, et je cite encore, cette action, elle advient donc par l'individu conscient en action. D'autre part, contrairement à la lyrique, le drame met en scène, selon Hegel, des passions humaines dans des circonstances extérieures. De cette manière, libérées de l'intimité de la lyrique, les passions s'objectivent. Conclusion, dans la tragédie, et je cite encore une fois Hegel, l'événement n'a de sens dramatique que par son rapport avec des fins et des passions subjectives. Dans cette mesure, l'action dramatique apparaît comme le développement réel et passionnel des intentions et des desseins des personnages. Ils sont, ces personnages, les seuls responsables d'actions dans lesquelles ils engageraient leur existence tout entière. Marqués par les trois unités du temps, du lieu et de l'action, le drame serait le lieu de l'extériorisation, il serait le lieu de l'affrontement de mobiles, de passions individuelles et autonomes dans la pleine liberté du sujet. Essentialisé par le biais de l'action individuelle et héroïque, l'idée du tragique pénètre l'esthétique allemande pendant tout le XXe siècle. En témoigne par exemple l'essai que lui consacre l'herméneute idéaliste Peter Szondy. Encore au début des années 60, du siècle dernier, dans un essai qui s'appelle Versuch über das Tragische, essai sur le tragique. Tel est donc le titre de l'ouvrage de Szondy pour affirmer qu'est tragique une action qui, tendant à l'émancipation, se retourne contre son agent et le condamne à sa perte. Je cite Szondy, « Seule la chute est tragique qui résulte de l'unité des contraires, de la transformation de l'un en son opposé et de la division du soi. » Pour le critique et philosophe de Berlin, le renversement s'inscrit dans la dialectique du salut et de l'anéantissement. Il dit naturellement en allemand « Rettung und Vernichtung ». Et cette dialectique entre salut et anéantissement serait le trait fondamental de tout tragique, die Tragik après das Tragische. Le héros tragique, à l'exemple de l'Œdipe de Sophocle, est puni en raison de la contradiction qui le traverse. D'une part, volonté de liberté qui constitue l'essence même de son moi, et d'autre part, en contraste, soumission à la toute-puissance de l'objectif, nous dit Szondy. Du côté francophone, l'interrogation sur l'essence du tragique a traversé là aussi tout le XXe siècle, accompagnée de cette focalisation sur un héros comme individu qui ne peut être évidemment ontologiquement tragique. Elle s'inscrit par exemple dans la perspective, et dans une perspective très traditionnelle en fait, de littérature comparée, chez Pierre Brunel, dans
la triade romantique, cette triade romantique des genres canonisée en sa substance en dépit des innombrables mises en garde à la fois historiques mais aussi évidemment critiques. Insérée en son intouchable architecture esthétique, la tragédie serait, selon Pierre Brunel, comme le fondement philosophique de l'existence humaine. Après le lyrisme, dominé, dit-il, par l'expression effusive, puis l'épique, marqué par la destinée du héros primitif. Vous voyez que l'ordre épos-lyrique est ici renversé, d'abord le lyrisme et ensuite l'épique, mais pour aboutir finalement au drame et donc à la tragédie. Avec l'appui de Novalis, on passe rapidement de l'action tragique conçue comme dissolution d'une forme organique à la terreur provoquée par le spectacle d'un héros qui est confronté à la fatalité et abattu par le destin. Et de là, d'ailleurs avec le soutien de Nietzsche, qui est convoqué dans ces pages, la transition est aisée vers un tragique d'ordre métaphysique. Il serait marqué, dans l'accomplissement même de la fatalité, par la transcendance, la nécessité et également, évidemment, on retourne à Hegel, la liberté. Une fois encore, il s'agit précisément de suivre le principe de bonne méthode, distaucée et critique, que recommande à notre attention en tant qu'antiquisants, d'une part l'anthropologie historique, étant donné la distance historique de la culture grecque, anthropologie culturelle et sociale, mais une perspective anthropologique qui est, ou qui doit être, doublée d'une approche ethnopoétique, et d'une approche ethnopoétique dans le cas particulier d'analyse des discours, pour des textes, mais pour des textes qui sont justement à considérer comme des discours, si l'on veut bien admettre que le discours, c'est le texte d'une part, mais inséré dans son contexte. Dans le cas particulier de la Grèce classique, les discours correspondent en général à des formes poétiques. Leur performance orale, musicale, ritualisée, interdit de les considérer comme appartenant à une histoire de la littérature, en tout cas au sens traditionnel du terme. Retour donc aux catégories indigènes, perspective anthropologique, au-delà de la distance temporelle en ce qui concerne la Grèce antique, mais en étant conscient du double défi offert par la traduction transculturelle. D'un côté, la relation qui est de manière constitutive, asymétrique, entre nous-mêmes et des cultures différentes, d'une part, et puis par ailleurs le caractère évidemment relatif de nos propres lectures qui sont forcément filtrées par le paradigme à la fois académique, culturel aussi, dont nous dépendons nous-mêmes, un paradigme d'ailleurs inscrit dans l'histoire en évolution constante. Ainsi, j'en viens au genre. Ainsi, les genres ne représentent pas des formes idéales ou naturelles, comme c'est le cas chez Goethe. Ils se révèlent correspondre à un ensemble non pas de règles, mais de régularités. Ce sont des régularités, je dirais, qui fondent, pour reprendre l'idée de Ludwig Wittgenstein, qui fondent donc des aires de famille. Au-delà des variations relatives à toute actualisation verbale, quand la langue devient parole, ces régularités sont de l'ordre aussi bien de la convention linguistique
on est dans l'ordre du langage, c'est évident, que de la convention sociale. Donc, d'un côté, codification verbale, et des codifications verbales qui sont animées par un auteur, en Grèce par un poïétès, par un poète, j'y reviendrai, mais des codifications verbales qui sont en combinaison avec des situations d'énonciation réitérées dans une espèce de modulation générique, et ceci dans une formation, je dirais, dans une formation socio-discursive donnée. Ce n'est que sur la base des régularités linguistiques ressenties au-delà des variations, et ceci dans des circonstances d'énonciation analogues, des circonstances d'énonciation qui se répètent, que les genres, en poésie orale aussi bien que littérature écrite, finissent par être identifiés par un nom. Et ce n'est que sous cette étiquette que sont conceptualisés ces ensembles flous de propriétés qui sont partagées à l'évidence par une série de manifestations langagières, pour ne pas parler de textes, mais qui sont aussi consacrées par un usage social, ou par leur usage social. Un usage social qui est donc de l'ordre de la convention, souvent une convention tacite, implicite. Par la pratique poétique, par la performance réitérée, ces régularités permettent de postuler, pour des circonstances culturelles données, aussi bien du point de vue de la production que de la réception du discours, une compétence générique. Celle-ci s'inscrit évidemment dans la compétence langagière ou dans la compétence linguistique en général, mais elle s'inscrit aussi dans une compétence que j'appellerais une compétence d'ordre social. Et c'est ici qu'intervient Mihai Bakhtin. Je cite ce qu'il nous dit des genres poétiques dans cet article « Les genres du discours », qui a donc été traduit en français dans ce recueil de textes qui s'appelle « Esthétique de la création verbale ». L'original date de 1952-1953, mais ça a été republié, enfin ça a été publié en français en 1984 chez Gallimard. Bakhtin dit donc: le locuteur reçoit, outre les formes prescriptives de la langue commune, les composantes et les structures grammaticales, les formes non moins prescriptives pour lui de l'énoncé, c'est-à-dire les genres du discours. Et il poursuit un tout petit peu plus loin: les genres du discours, comparés aux formes de langue, sont beaucoup plus changeants et souples, mais pour l'individu parlant, ils n'en ont pas moins une valeur normative. Et qui dit valeur normative, dit aussi évidemment convention sociale et non seulement linguistique. Ces formes de discours se développent dans des performances verbales sans cesse renouvelées. Repérées dans l'espace et dans le temps, ces actualisations répétées produisent dans toute forme de discours ce qu'on peut appeler des effets de généricité. En relation avec une capacité langagière innée et universellement partagée, qu'elle soit pour nous de nature génétique ou neuronale, je laisse le problème aux sciences cognitives, quoi qu'il en soit, cette compétence générique est en général fondée, en tout cas dans les sociétés traditionnelles, sur un apprentissage. Cet apprentissage est entretenu par un savoir-faire acquis dans l'expérience poétique elle-même. Ainsi, pour les Grecs anciens, l'art du poète est conçu à la fois comme
inspiré divinement par la muse, et puis aussi fondé sur un savoir-faire acquis et un savoir-faire qui est lui-même assimilé, comparé à la technique d'un artisan. Et ces productions s'adressent à un public dont l'éducation de base est elle-même fondée sur un apprentissage par les poèmes homériques d'une part, et un apprentissage qui est aussi basé sur la pratique de la poésie chorale. En raison de la distance culturelle, le système mobile et non systématique des genres poétiques propres à la Grèce classique mérite donc une approche anthropologique et ethnopoétique. En ce qui concerne la tragédie, pour revenir à l'exemple que j'ai choisi ici, l'effort de traduction transculturelle se portera naturellement dans la dialectique entre l'émique et l'éthique, et dans le cas particulier entre l'émique et l'éthique indigène, sur les dénominations employées en contexte. C'est dire donc que le champ lexical de la tragédie doit être élargi à son champ sémantique dans une incursion linguistique qui, dans le cas particulier, se limitera aux désignations, se limitera tout simplement aux termes employés à l'époque même de Sophocle et d'Euripide. Ceci donc dit pour le volet plus théorique de mes réflexions que j'aimerais illustrer maintenant à l'exemple de la conception qu'on se faisait à l'époque même d'Échille, de Sophocle et d'Euripide de la tragédie. C'est donc dire qu'entre signifiant, signifié et rêve et référence, cette brève enquête linguistique que je présente ici doit illustrer ce propos plus général sur les genres d'un côté, mais aussi la généricité. Une enquête qui se situera donc entre vocables reposant sur une racine commune, trag, odia, et puis les termes utilisés dans un même domaine, donc l'usage des mots en contexte. Dans la seconde partie du Ve siècle, avant notre ère naturellement, au moment même du plein développement de la tragédie attique, apparaît pour nous, pour la première fois, le terme tragodia. Il est placé dans une pièce d'Aristophane, une comédie d'Aristophane qui s'intitule Les Acarniens. Il est donc placé dans la bouche de l'esclave d'Euripide. Ce terme, tragodia, se réfère dans le contexte à une tragédie qui pourrait être le Télèphe, c'est une tragédie perdue d'Euripide. En effet, la comédie elle-même, Les Acarniens, en présente précisément une parodie. Et cette forme de discours, la tragodia, dans ce contexte, est attachée à la pratique créatrice d'un auteur. Le texte nous dit « l'esprit au dehors », Euripide, il s'agit naturellement de l'Euripide qui est mise en scène par Aristophane, recueille des petits vers et compose poiei, donc du verbe poiein, une tragédie. C'est donc pour nous la première attestation du mot dans une tradition qui est évidemment extrêmement lacunaire en ce qui nous concerne. Champ lexical et champ sémantique se recoupent donc pour nous renvoyer d'abord pour la tragédie à l'activité d'un poète. Elle est comprise comme poiein, c'est-à-dire comme savoir-faire, comme activité et comme une activité de construction d'ordre artisanal. À vrai dire, la comédie d'Aristophane mettant en scène le cœur des charbonniers, il s'agit donc des Acarniens,
ces charbonniers qui viennent justement d'Udème d'Acarne, dans la campagne de l'Attique. Cette comédie, dans ses attaques contre la guerre en cours, il s'agit donc de la guerre du Péloponnèse, elle est ponctuée de réflexions pratiques et critiques sur les mérites contrastés de la tragédie d'un côté et de la comédie de l'autre, le genre même pratiqué par Aristophane. Ainsi, dès le début de la comédie, Dicéopolis, juste cité, celui qui est le protagoniste principal de la poésie, de cette comédie, de ce drame, ce Dicéopolis donc est saisi d'une douleur tragique, tragodikon, et ceci à la seule évocation du nom d'Échille. Donc ici, le nom d'Échille évoque également celui d'un autre poète tragique, un certain Théognis qui est associé en tant que poète tragique à l'introduction d'un chœur. Je reviendrai sur cette expression. Quoi qu'il en soit, c'est une expression technique et elle correspond sans doute à la mise en scène dramatique, à la mise en scène d'une tragédie par Théognis, probablement même d'une trilogie par ce poète que nous ne connaissons pas d'ailleurs, qui s'appelle Théognis. Il y a un autre Théognis, mais c'est un poète élégiaque. Et cela signifie donc, cette expression, que cette mise en scène dramatique est centrée sur l'entraînement du groupe choral, sinon sur la performance tragique elle-même. Et c'est encore le chœur qui est au centre du plaidoyer que dans la parabase, au centre même de cette même comédie, le groupe choral lui-même, qui est donc formé d'Acarniens, déclame en faveur de l'auteur de la comédie. Ces vers d'éloge présentent d'emblée le poète, et dans le cas particulier le poète tragique, comme un maître, comme un didaskalos pour les chœurs que par allusion et dérision il appelle non pas les chœurs tragiques mais les chœurs trugiques. En structure annulaire, le chœur revient en conclusion sur ce que l'on pourrait en quelque sorte définir comme la fonction auteur du poète comique. Je reprends ici le concept proposé par Michel Foucault. En effet, dans la défense de la justice, pour la cité et par la mise en scène dramatique, il appartient au poète comique, de même d'ailleurs qu'au poète tragique, je cite, d'enseigner les valeurs les plus hautes. Alors on avait appelé tout à l'heure le poète didaskalos, ici c'est le verbe didaskein, qui donne évidemment didactique au français, qui est employé, ta beltista didaskein. Une fonction de pédagogie morale, politique aussi, que le poète tragique, mais également le poète comique, semble exercer essentiellement par l'intermédiaire des mots et de la voix du groupe choral. Cette fonction auteur du poète et comique et tragique renvoie donc le genre ou la forme poétique de la tragodia à une fonction sociale, didaskalos pour la cité. Or, ce champ lexical relatif au didaskein poétique nous engage à passer des Acarniens aux Grenouilles, autre comédie bien connue d'Aristophane. Le champ largement activé au début de la fameuse scène de confrontation poétique entre Échille et Euripide, tous deux mis en scène dans ces Grenouilles d'Aristophane, ce champ de sémantique
tourne donc autour même du concept de didaskein. Les deux poètes sont tous deux mis en scène dans Les Grenouilles avec leur fonction auteur de poètes tragiques. Ce long échange sous l'arbitrage de Dionysos en personne, Dionysos qui est célébré par la représentation, par la performance même des comédies et des tragédies en son théâtre adossé à l'Acropole, ce long échange est donc marqué de bout en bout par la choralité. Pour éviter que les poètes ne s'injurient comme des boulangères, une confrontation est instituée qui portera d'abord sur les vers. Le terme employé en grec ici, c'est ta épée, de épos. Il s'agit donc des vers récités par les acteurs. Ce terme peut désigner aussi les vers de la poésie homérique. Une confrontation, donc, un concours en quelque sorte, institué entre Échille et Euripide, qui porte naturellement sur les vers récités, mais aussi sur les chants méliques, c'est-à-dire ta mélè. Ceux-ci, ces chants méliques, sont définis comme les nerfs de la tragédie, rien de moins. C'est alors que le chœur des Grenouilles, en une intervention chantée, eux-mêmes chantent un mélos, convoque les muses. Les 9 respectables jeunes filles sont appelées à observer les poètes qui sont en train, ou qui vont plutôt, rivaliser de subtilité vocale et verbale dans ce grand concours, dans ce grand agone de savoir-faire en versification poétique. L'allusion au musikos agone des grandes Dionysies est ici plus que probable. Et Échille, sur l'invitation de Dionysos, s'adresse, ou adresse plutôt, une prière initiale à Déméter, la Déméter même des mystères d'Éleusis, c'est-à-dire donc la Déméter qui est honorée par les Athéniens et les Athéniennes eux-mêmes et elles-mêmes. Il est rapidement suivi par Euripide qui demande le soutien d'Éther pour réfuter son adversaire. À cette double prière rituelle, Déméter pour Échille, Éther, le ciel, pour Euripide, fait suite un nouveau chant du groupe choral. Ce chant est consacré à l'éloge préalable des deux habiles, des deux sophoi, des deux donc poètes tragiques. L'un habile en paroles polissées, il s'agit évidemment d'Échille, l'autre en vers volubiles, il s'agit d'Euripide. Tantôt logoi, tantôt on retrouve ce terme de épée. Partagés entre chants choraux et trimètres iambiques, qui sont eux récités, ce prélude poétique développé n'est pas sans rappeler le rôle de prélude poétique et cultuel assumé par les hymnes homériques dans les concours de rhapsode. On le devine, la combinaison dans la tragédie de différentes formes poétiques est actualisée en relation avec des formes traditionnelles, des formes épiques, donc des formes en diction homérique, mais pas uniquement la poésie narrative telle l'Iliade ou l'Odyssée, mais aussi la poésie didactique telle les Travaux et les Jours d'Hésiode, et puis naturellement aussi la poésie de culte, telle par exemple les hymnes homériques. D'un côté, mais il faut compter aussi par ces formes traditionnelles de poésie qui en quelque sorte convergent dans la tragédie, les formes du mélos, les formes de la poésie chantée, parmi lesquelles le trène, le chant funéraire, le péant, le chant de victoire adressé en général à Apollon, ou bien par exemple aussi l'hyménée, le chant de mariage. Je reviens à Aristophane
pour terminer avec le troisième affrontement entre Échille et Euripide. Il est d'autant plus intéressant, ce troisième affrontement, qu'il porte justement sur les mélais, c'est-à-dire donc sur ces chants choraux, ces chants méliques qui, en général, ont été considérés comme des chants ou des poèmes lyriques. Mais si ces chants, ces mélais, se caractérisent en effet par une très forte présence du « je », mais aussi du « nous » poétique, ils n'expriment pas du tout les sentiments intimes du poète. En tout cas, il ne s'agit pas d'expression directe de ces sentiments intimes, comme le laisse présupposer la définition tout à fait générale, encyclopédique de la lyrique, que nous devons d'ailleurs à l'esthétique romantique. Ces chants méliques, donc, correspondent de fait à des actes de culte. Ils énoncent en « je » ou en « nous » précisément leur performance. Ils n'ont en fait de lyrique que la forte présence en leur sein de ce « je » poétique, dans des formes d'ailleurs qui peuvent être des formes d'ordre performatif du style « je chante »,« je danse »,« je proclame », etc., etc. Et si dans l'Antiquité on les a aussi appelés poèmes ou chants lyriques, c'est tout simplement parce qu'ils étaient accompagnés sur la lyre. Si l'Échille d'Aristophane, donc, a pu définir la fonction auteur du poète tragédien en tant qu'enseignant de la cité, Euripide la désigne désormais du terme de mélopoios, c'est-à-dire donc l'artisan poios, poiein, poète vient de ce terme, et en mélé, c'est-à-dire en chant rituel. Et Euripide se vante justement dans ce passage des grenouilles, ce dernier passage des grenouilles, il se vante d'être en mesure de démontrer publiquement, dit-il, qu'Échille est un mauvais compositeur et un poète répétitif. Et le Chœur des grenouilles de s'empresser d'expliciter cette nouvelle désignation technique, mélopoios, en se demandant quelles seront les critiques qu'Euripide pourra bien adresser à celui qui, au contraire, et je cite, a composé les chants les plus beaux, kallista, les plus beaux, mélé, donc les chants rituels, et puis poesanti, en général donc des chants assumés par le chœur, et puis on retrouve ce verbe de poiein, poesanti, ici au participe. Donc je reprends la citation qu'il aurait composé les chants les plus beaux qu'on ait pu créer jusqu'à maintenant. Dès Aristophane, la tragodia correspond donc à un genre poétique aux contours bien définis, à un genre identifié comme tel. Du point de vue formel, la tragédie attique relève à la fois de la poésie narrative, évidemment, en diction épique. C'est un rapport que Aristote, dans la poétique, établit largement, mais il dépend aussi de la poésie mélique, avec les sous-genres que j'ai mentionnés, tels le trène, l'hyménée, le péon, mais aussi l'hymne. Donc pas d'assimilation possible ou pas d'insertion possible dans la triade romantique. Invitation peut-être à revenir au champ sémantique, incluant dans la pratique tragique, nous l'avons vu, poiein, composer, didaskein, enseigner, et puis mélos, le chant rituel, le chant choral, ceci pour le champ sémantique. Et j'aimerais maintenant revenir, avant de conclure, encore une fois, au champ lexical de la tragodia.
Un terme à la composition étymologique transparente, formé sur tragos, le bouc, et puis aoidé, qu'on a ensuite, par l'effet de crase, abrégé en odé. Mais un terme, par ailleurs, à la signification étymologique contestée. Par la morphologie de sa dénomination, la tragédie comme genre poétique s'inscrit, sans le moindre doute d'ailleurs, dans l'ordre du chant, aoidé. Et tous les chants dont je viens de parler, y compris les poèmes homériques, peuvent être destinés par ce terme très large de aoidé. Mais à propos de Tragos, je crois qu'il faut se tenir à l'écart des spéculations ritualistes qu'a entraîné cette mention du bouc dans le terme même qui compose la dénomination de la tragédie. On s'en tiendra donc à la signification indigène. Et à la signification indigène telle qu'elle est suggérée par la chronique qui est gravée sur une stèle en marbre retrouvée à Paros. Calculée selon notre propre chronologie, l'année qui se situe entre 536 et 531, évidemment avant notre ère, cette année a été marquée à Athènes par la première représentation d'un drame. Et j'ai traduit par représentation ici le terme de didaskein, mise en scène. Et pour drame, on trouve précisément le terme grec, le terme correspondant de drama. Le poète de cette première mise en scène, de ce premier didaskein d'une tragédie, l'acteur d'ailleurs en était Thespis, donc un prédécesseur d'Échille et de Sophocle, et le prix probable, un bouc. On retrouve ici le bouc, le tragos, qui est entré dans le composé tragodia. À ce propos, un historien grec de la philosophie précise que si dans un premier temps la tragédie correspondait à une dramatisation purement chorale, Thespis lui-même, ce même poète, introduisit un acteur récitant en alternance avec les chants du chœur. Et on se souvient qu'Aristote attribue à Échille l'introduction d'un deuxième protagoniste dans la tragédie. À propos de Thespis et d'Aristote, je voulais encore rappeler que déjà dans l'hymne homérique à Déméter, les rites à mystère, ces rites à mystère qui sont révélés, institués par la déesse elle-même, sont définis en termes de ce que je traduirais par performance d'actes rituels, c'est-à-dire dresmosune hieron, et vous reconnaissez dans ce terme de dresmosune le terme de drama, qui est justement employé pour désigner cette première tragédie par Thespis. Et puis, les rites à mystère sont aussi désignés dans ce qui est un hymne, cet hymne homérique, comme ce que je traduirais par pratique rituelle, orgia, ça donnait orgie en français, mais orgia, c'est un terme qu'on retrouve dans le domaine de Dionysos et qui vient tout simplement de ergon, c'est-à-dire l'action. Et c'est dans cette mesure qu'on peut facilement traduire ce terme de orgia par rituel. Concepts modernes et notions indigènes semblent ici en partie coïncider avec ce que le drame de l'Antiquité classique implique aussi en termes d'action ritualisée. Mais on ne trouve pas, dans ces rares témoignages étymologisants, la moindre référence explicite à un quelconque sacrifice, ce serait un sacrifice tragique du bouc.
Impossible donc de reporter sur le rituel tragique les nombreuses allusions scéniques au sacrifice humain, qu'il s'agisse d'Iphigénie à Aulis, d'Héraclès sur l'Euta chez Sophocle, ou de la fille d'Érectée à Athènes même en ce qui concerne Euripide. Pas de masque pour cacher la culpabilité de l'acteur tragique face à l'acte sanglant. Pace Walter Burkhardt, le terme tragodia ne renvoie, par le biais d'un hypothétique, voire même originel sacrifice du bouc, ni au rite préhistorique de la chasse et de la guerre, ni à ce qu'il appelle le cœur même de la tragédie. Étymologiquement, la tragédie n'est pas un Opferritual, ce n'est pas un rituel sacrificiel. Elle n'est pas un rituel sacrificiel suscitant une culpabilité primitive. Quoi qu'il en soit de ces spéculations étymologisantes, dans sa définition indigène, la tragédie attique est fondamentalement chorale. Inscrite donc aussi bien dans les dénominations que dans les interventions chantées qui scandent chaque drame, cette conception chorale de la tragédie, comme genre poétique, traverse les différents actes techniques marquant l'organisation du concours musical, ce concours musical des grandes Dionysies, organisé donc chaque printemps à Athènes. Il conviendrait ici d'élargir la réflexion sur la généricité de la tragédie attique à ses circonstances musicales et cultuelles, circonstances donc de son énonciation rituelle, de sa performance d'ordre rituel. Mais la recherche ici ne peut être évidemment que renvoyée à une phase ultérieure de cette enquête sur la tragédie comme genre poétique ritualisé. J'aimerais me borner à rappeler ici très rapidement que les représentations de tragédie à Athènes ont lieu dans le théâtre, dans le théatron, qui est lui-même aménagé dans le sanctuaire, à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire de Dionysos Eleutéros, Dionysos le libérateur. Ces représentations, ces mises en scène, s'insèrent dans un mousikos agone, c'est-à-dire donc dans un concours en art des muses qui est dédié au dieu même du sanctuaire, c'est-à-dire donc à Dionysos. Et comme pour toute célébration cultuelle en Grèce, le concours musical était précédé d'une grande procession avec les représentants des différents corps de la communauté de la cité et naturellement précédé aussi de sacrifices importants. Les grandes Dionysies d'ailleurs, avec les grandes Panathénées, est la grande célébration qui marque le calendrier cultuel athénien, qui est aussi un calendrier d'ordre politique. La tragédie, donc, comme convention sociale de l'ordre du rituel, c'est en quelque sorte un acte de culte pour Dionysos, intégrant les différentes formes du mélos. Et pour en revenir précisément, par le biais de ces différentes formes du mélos, à la tragédie comme rituel choral, on notera qu'il appartient d'abord, dans l'organisation même des grandes Dionysies, qu'il appartient donc aux poètes ayant l'intention de s'engager dans le mousikos agone, dans ce concours en art des muses qui va être dédié à Dionysos, de demander un chœur, choron aitein. Et on le demande à l'archonte roi, c'est-à-dire donc
à l'un des 3 magistrats qui administrent le pouvoir politique à Athènes. Selon les critères qui nous échappent, le magistrat, cet archonte roi, accordait un chœur, choron didonai, et à 3 chorodidaskaloi, aux 3 chorodidaskaloi de son choix, les poètes tragiques ici sont appelés justement maîtres de chœur. Dès lors, le poète tragique obtient un chœur, choron ekein, comme on l'entend par exemple dans l'hymne à la Muse qui est chanté par les choreutes de la paix d'Aristophane. Ainsi, le poète tragique est-il sans doute en mesure d'introduire un chœur, eisagein ton choron, comme le même Aristophane l'indique au début des Acarniens, dans un passage qu'on a déjà mentionné. De plus, tirés au sort à raison d'un représentant par tribu, les 10 membres du jury sont appelés, au terme de l'agone, à juger les chœurs chorus crinein, au cours d'une procédure consistant à ne tirer que 5 jugements de l'urne où étaient déposées les 10 tablettes du choix des jurés à l'issue du concours. Et ceci, c'est sans parler de l'intitulé donné à l'ensemble du service citoyen de l'organisation des concours dramatiques qui s'appelait la chorégie. Un intitulé qui semble reporter sur le responsable de cette sorte de liturgie chorale la fonction de chorège, c'est-à-dire le maître ou celle qui dirige le groupe choral dans les performances méliques, dans les performances que nous appellerions lyriques traditionnelles. C'est ici le lieu de rappeler, pour conclure ce retour aux catégories indigènes par l'itinéraire dialectique entre champs lexicaux et champs sémantiques, le triple sens assumé par le terme choros à l'époque classique. D'une part, le groupe choral, d'autre part, la danse chorale, mais aussi l'air choral, donc l'espace dans lequel on se déroule la danse et le chant, un espace d'ailleurs qui, dans le cas du théâtron, dans le sanctuaire de Dionysos, prend la dénomination, mais c'est spécifique à Athènes, de orchestra. Quant au sens étymologique du mot, choros, qui est d'ailleurs aussi incertain pour les anciens que pour les érudits modernes, quant à cette étymologie donc de choros, Platon se livre à l'un de ces jeux étymologisants dont son Cratyle recueille toute la variété. Il la rapproche choros de chara. Chara, toujours avec qui, toujours avec C aspiré ou que aspiré, c'est-à-dire donc chara, la joie, dans un passage où il s'agit d'affirmer le plaisir que les hommes mortels éprouvent à l'exercice du rythme et de l'harmonie que les dieux leur ont donné. Et ce rythme et cette harmonie, ce sont naturellement les fondements de la musique grecque. Ce plaisir, cette chara, les spectateurs de la tragédie classique réunis dans le théâtre de Dionysos étaient susceptibles de l'éprouver à d'autant plus forte raison que leur propre éducation musicale leur avait conféré une compétence générique large, analogue à celle des poètes tragiques eux-mêmes. Cette compétence en genre poétique s'étendait, je l'ai déjà indiqué, des formes de la poésie homérique, narrative, mais aussi didactique, qui constituaient l'enseignement de base, mais de ces formes de la poésie homérique, elle s'étendait aussi aux nombreuses formes rituelles de la poésie mélique, ces formes qui étaient pratiquées à l'occasion des célébrations cultuelles marquant le calendrier civique et religieux de la cité. Ce sont ces différentes formes poétiques qui, par ailleurs, convergent dans la tragédie attique elle-même
pour faire de sa représentation rituelle ce que j'appellerais une performance musicale totale. On assiste à la création d'un nouveau genre avec les compétences qu'il requiert de la part des poètes aussi bien que de la part du public. La tragédie grecque, donc, comme cas exemplaire d'un très riche effet de généricité, à saisir en termes non pas d'intertextualité, mais je dirais d'interdiscursivité. Elle implique une pragmatique générique nouvelle, inhérente naturellement à un genre nouveau. Celle-ci, cette pragmatique générique nouvelle, ne saurait être abstraite des conditions d'énonciation en ses réalisations successives, requérant de notre part donc perspective d'anthropologie historique et d'analyse ethnopoétique des discours. La triade romantique, épos, lyrique, drama, a réduit les formes poétiques grecques à des essences en les privant de leur pragmatique et en les privant, dans cette mesure, de leurs effets de sens en contexte. Elle a contribué à réduire les productions d'Échille, Sophocle et Euripide à une ontologie d'un tragique totalement idéalisé. Il est temps de revenir, notamment avec l'aide de Bakhtin, à des formes poétiques correspondant à des genres discursifs entre langue poétique et performance ritualisée.